Merci beaucoup. Je sais que la journée a été à la fois stimulante mais longue. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais avant de commencer, j'aimerais quand même remercier la BNF et surtout Bruno Racine de m'avoir associé à cette journée et de me permettre de partager avec vous quelques réflexions concernant le numérique et la mémoire et l'espace mémoriel. Mais peut-être pour faire écho à ce qui a été dit ce matin vis-à-vis de la traduction et l'exil, il me semble que peut-être j'appartiens à un petit groupe de nomades qui n'ont aucune langue maternelle et qui sont retrouvés de ce fait d'une manière relativement facile et simple avec le numérique, et surtout que vis-à-vis de la traduction, quelque chose qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui, mais qui mérite un retour à la fois historique, archéologique et épistémologique, c'est autour du statut de la traduction automatique, surtout dans son histoire, telle qu'elle a été travaillée, disons, par quelqu'un comme Norbert Wiener, qui a disparu et qui revient aujourd'hui avec une force de plus en plus importante. Mais mon sujet n'est pas là. J'aurais bien voulu visiter avec vous cet après-midi ce lieu, ce site désigné déjà en 1956 par Alain René sous le titre « Toute la mémoire du monde ». Vous connaissez tous le très beau film consacré à la BNF, à la Bibliothèque nationale, comme disait à l'époque, au cœur de Paris, abritant des objets de toutes sortes, de manuscrits et surtout de documents imprimés, mais également habité par des humains et des machines mécaniques, voués à la préservation et à la documentation, un monument construit et entretenu, semble-t-il, pour remédier à un défaut, une spécificité humaine, un désir et une volonté de tout savoir, de tout mémoriser, et une réalité, celle de l'oubli. Je cite, « Parce que leur mémoire est courte, les hommes accumulent ». Fin de citation. C'est la phrase qui presque ouvre le documentaire. C'est bien cette économie mémorielle de l'individu, de la société en face de l'oubli et de la mémoire qui explique et justifie la construction de cette forteresse, pour reprendre les termes du documentaire, et qui introduit l'ironie de ce regard affectionnant une promenade au sein du labyrinthe infini, car il accompagne les humains dans leur combat contre l'oubli et l'indifférence, et leur pari pour la pertinence des mots, parfois ignorés, souvent soumis à l'indifférence, dans un avenir indéterminé. Ces mots sont en attente. Ils cherchent une voie, une sortie, un regard inconnu, dans un temps emprisonné, soumis aux contraintes de la classification et la protection, puis, comme par un miracle, libérés grâce à la demande d'un lecteur qui va leur permettre de retrouver les chemins de la liberté et de la circulation dans le monde des idées. Cette allégorie, bien avant l'ère numérique, saisit bien les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. La numérisation, tout comme le numérique, ne cesse de nous interroger et de nous inviter à penser notre rapport avec l'histoire, l'archive et le patrimoine. S'agit-il d'un simple progrès technique, d'une mutation portée par des infrastructures et des matérialités, et dont l'objectif ne fait qu'accélérer la documentation tout en transformant les modalités d'accès, ou bien on est devant les premiers pas d'une nouvelle époque, dans le sens d'époquer, qui, tout en transformant cette mémoire du monde, met en place une nouvelle économie mémorielle. Il suffit ici de regarder un site comme celui de The Global Database of Society, qui est presque l'antithèse de toute la mémoire du monde. C'est un projet financé en grande partie par Google, qui est toujours en action. Vous pouvez le trouver assez rapidement grâce à Google en ligne. Un projet animé par une autre forme de volonté mémorielle absolutiste et qui observe, analyse et étudie les échanges en une centaine de langues, chaque seconde de chaque jour. Je cite le slogan du projet, afin de créer une plateforme mondiale, voire universelle. Une plateforme computationnelle, mais ouverte et accessible à tous. La distance et la différence entre les deux monuments est éloquente, car elle met en relief le passage entre un univers dans lequel l'homme et la machine coexistent et collaborent afin de structurer le savoir et de modéliser les échanges et la circulation, et un autre qui, en grande partie à cause et par l'automatisation, traduit tout en catégories et en formes et formats numériques. Les critères, tout comme les repères, ne sont plus les mêmes. La pertinence est soumise non pas seulement aux exigences d'une échelle globale ou mondiale, et il reste à discuter la différence entre les deux. En anglais, on dit global, en français, on dit mondial, et c'est une différence importante à mon avis, mais aux éléments d'un système, d'un formalisme qui semble croire saisir les spécificités de la mémoire humaine, ses tonalités. Permettez-moi de reprendre brièvement une distinction pertinente à mon avis pour mieux comprendre la condition numérique vis-à-vis de la mémoire. Il s'agit de mettre en évidence l'importance d'une fluctuation terminologique, d'une sorte d'indécidabilité dans notre vocabulaire et dans notre usage. Cette difficulté est, à mon sens, constitutive de la culture numérique elle-même, quelle que soit la différence qu'on lui donne. Elle reflète le fait que le numérique, par sa nature,
opère des ruptures dans une continuité apparente, portant sur des valeurs, des objets et des pratiques culturelles, nous offrant ce qui semble de simples reprises ou de modestes modifications ou transpositions de forme ou de format. Le cas du livre imprimé est exemplaire. Cette conversion continue et en raison de la socialisation des pratiques numériques qui lui sont associées, émane en grande partie du statut complexe et multiple du code informatique. C'est à mon avis, c'est ça ce qui manque parfois dans nos discussions, dans l'état actuel de notre société. Le code, agent et vecteur de cette nouvelle civilisation, on l'a bien dit, constitue une rupture avec certaines de nos pratiques lettrées. Il fragilise radicalement nos traditions juridiques, on vient de le voir, nos modèles économiques, évidemment, et notre rapport avec l'écrit et tout ce qu'elle a autorisé, l'écriture, tout ce qu'elle a autorisé et rendu possible. L'humanisme numérique est, dans ce contexte, un effort pour penser la transformation culturelle du calcul et de l'informatique en général, en ce que l'on a choisi de désigner en français par le nom de numérique ou de digital. C'est dire qu'il se démarque nettement des ambitions d'une science du net, comme celle prônée par Berners-Lee, ou d'une science de la culture qui est l'héritière des néo-kantiens et qui se traduit par une sémantique généralisée, et dont le projet consisterait à formaliser et à saisir les émotions comme les catégories par le calcul informatique et ses abstractions, les gestes et les vécus culturels de nos sociétés, disons de la mémoire collective, individuelle et historique. Car l'informatique a cette propriété d'encourager, pour ne pas dire forcer, le passage et l'expression de toute activité en ses propres termes, une tendance qui accompagne et éclaircit son histoire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il faut revisiter et relire les textes fondateurs de l'informatique. On n'a pas le temps, malheureusement, ce soir, afin d'en dégager les spécificités et surtout de montrer leur valorisation culturelle, au-delà des usages qui en ont été faits par les sciences dites dures et surtout par l'informatique elle-même. Et c'est bien dans ce contexte que l'on retrouve le rôle important de la mémoire et de l'oubli, et la façon dont il désigne un écart entre l'informatique et le numérique, entre le numérique et l'humain. Un premier pas vers cette voie consisterait à reprendre la distinction problématique mais dynamique entre informatique et numérique. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'elle nous invite à évaluer à la fois l'évolution de nos rapports avec cet invisible du numérique qui est souvent le code, qui est à la fois un langage, une langue et une pratique lettrée et savante, et en même temps à localiser les confrontations valorisantes entre les conventions sociopolitiques et les contraintes introduites par l'informatique dans l'ordre social. Ensuite, parce qu'elle saisit une spécificité parfois oubliée de l'informatique, mais qui revient souvent d'une manière subreptice ou implicite. Si l'informatique a commencé comme une branche des mathématiques, elle a rapidement trouvé son autonomie et son statut de nouvelle science à part entière. On le voit aujourd'hui en France dans le mouvement qui cherche à avoir une agrégation de l'informatique pour se détacher des matheux, comme on dit, et pour donner une certaine légitimité à cette discipline comme autonome et indépendante. Puis, chose relativement rare dans l'histoire des sciences, et c'est toujours assez intéressant à mon avis, elle s'est transformée en industrie. Et à l'époque, il n'y avait que la chimie qui était une industrie. Fait unique, et c'est là où on va arriver à la question de la mémoire, elle est également devenue depuis au moins une vingtaine d'années, à mon avis en tout cas, une culture. Et c'est bien cette spécificité culturelle, cette orientation sociale qui caractérise et en fin de compte définit en quelque sorte le numérique, non pas comme technique, non pas comme technologie, non pas comme technique de l'information, mais quelque chose à part qui est en train de se frayer sa propre identité. Mais bien plus qu'une simple association avec une notion vague de la culture, le numérique nous montre quelque chose d'essentiel et qui a été occulté, mais qui revient sans cesse et qu'on vient de le voir. La culture est avant tout partage. Sans partage, il ne peut y avoir de culture, peu importe la définition qu'on en donne. Qui dit partage, dit également conservation et mémoire. Partage du patrimoine et de l'histoire, partage du savoir et du savoir-vivre, et finalement, partage des moyens de production et de transmission de ces expériences et de ces savoirs. Mais au cœur du partage réside cet improbable de l'oubli, un oubli qui semble échapper, à mon avis, au numérique. La dimension industrielle de l'informatique est inséparable de sa transformation culturelle, car elle repose sur la tension entre la naturalisation des pratiques culturelles du partage et les infrastructures qui les accompagnent, tout en les exploitant.
La chimie comme industrie est aujourd'hui au cœur de nos débats écologiques. Il suffit de regarder les gens qui sont intéressés par Gaïa dans tous ses retours et ses incarnations, de nos rapports avec notre environnement et la nature. Mais le développement durable est indissociable de l'infrastructure informatique, surtout à l'âge du cloud computing. La biologie, quant à elle, et en grande partie grâce à une convergence avec le numérique, ou si vous voulez avec l'informatique, ça reste à discuter, est actuellement en voie de devenir une industrie à l'échelle de l'informatique et de la chimie. Et la biologie ou les sciences du vivant façonnent également l'informatique, et c'est ça ce qui m'intéresse, de la conception des algorithmes, de la gestion de la mémoire stockée, à la conception des interfaces, et suscitent des interrogations éthiques dans leur manière de modifier nos idées concernant le vivant et l'humain et le statut de la mémoire dans ce contexte. Elles promettent en même temps une mutation inédite dans la perception et la gestion du vivant. Dans ce contexte, on est en droit de se demander si les sciences du vivant, dans leur quête de cet absolu, distinguent entre mémoire et pensée, ou bien si elles enverront les thèses qui ont inspiré les fondateurs de l'informatique, et là je vous invite à relire Turing, von Neumann et Wiener et Shannon, et en insistant sur les analogies possibles entre le cerveau et la machine intelligente, mais il faut préciser, ne cherche qu'à remédier à cette anomalie qu'est l'oubli du point de vue systémique informatique. Si c'est le cas, il est frappant d'observer qu'une science qui s'est construite sur la base d'une convergence entre le calcul, ou plus précisément la structuration par le calcul et la matérialité de la mémoire nécessaire à une telle conception, a su exploiter l'éphémère et le provisoire comme fondement de ce savoir. Comme vous le savez, l'algorithme ne procède que par validation provisoire. On pourra le détailler, mais on n'a pas le temps. L'informatique est certes la science de l'information et du discret, et le numérique, dans sa dimension socioculturelle, modifie l'empirique, l'insérant dans une logique génétique qui façonne le passage de l'information à la trace et finalement aux données. C'est dans ce premier sens que la dynamique informatique numérique explique la mutation de la nature de l'expérience vécue et de la mémoire qui est en cours aujourd'hui. L'ère des données, avec ses défis et ses promesses, ses pièges et ses utopies, ne fait qu'exprimer cette transformation du quotidien au sein de l'environnement numérique et de ses mesures. L'identité numérique, individuelle autant que collective, est de plus en plus soumise à cette contrainte des données et de leur puissance à la fois économique et analytique. Plus encore, l'identité numérique participe, en raison de la nature de l'environnement dans lequel elle est active, à une nouvelle économie cognitive, certes de la trace et de la donnée, associée le plus souvent par les moteurs de la recommandation à une intention, car elle est symptomatique de la conversion la plus importante encore des intentions, des volontés, bref, du comportement et de leur mesurabilité selon des critères internes à l'informatique et au numérique. Cette conversion met en lumière un double mouvement. D'une part, une convergence entre un paradigme de la recherche, celui de l'index, valorisé par ses propres critères d'adéquation et de pertinence, et d'autre part, un principe radicalement différent, celui de la recommandation, exploitant l'extensibilité de la proximité et du voisinage géographique, sémantique, social, et ainsi de suite, et se fondant sur une instrumentalisation de la sociabilité comme mémoire de la trace et des données. La recommandation implique une transformation de la culture de l'algorithme elle-même et de la culture, car elle effectue le passage, ou du moins le mariage, de la recherche classique avec l'injonction des repères dits sociaux. Certes, l'algorithme PageRank déjà incorporait une première version du social, mais cette dimension était secondaire dans la validation du résultat de la recherche. Aujourd'hui, c'est la géolocalisation, la langue, l'historique social qui sont les facteurs dotés d'une plus grande importance, permettant une diversification des résultats, déclinés en fonction des identités, de leur point d'accès et de leur réseau social, s'il est accessible au moteur, et c'est ainsi que la mémoire agit autrement et différemment. La recommandation, à mon avis, est le symptôme d'une nouvelle construction mémorielle, celle ancrée dans les données, dans leur manipulation algorithmique et surtout dans la mise en place d'une gestion de l'accès qui ne répond, semble-t-il, qu'à la mémoire de la machine, pour parler comme les premiers aventuriers et inventeurs du monde informatique. Mais de nos jours, il ne s'agit plus de machines apprenantes comme celle de Turing. Je parle du premier texte fondateur de 1950, Computing Machinery and Intelligence, et qui maîtrise la transmission de l'apprentissage. Il est désormais bien question d'autres machines pensantes, thinking machines. Il utilise ce terme 2 fois dans son texte, qui, en observant et en mémorisant à leur façon l'humain, apprennent à penser comme les humains.
Ces machines, il faut l'admettre, ne pensent pas comme les humains, elles pensent l'humain et chemin faisant aujourd'hui, modifient ce que humain veut dire. C'est bien ce glissement qui est, semble-t-il, porté par une modification radicale du statut de la mémoire et de l'oubli, et qui s'explique en grande partie par le déplacement inhérent à l'informatique et au numérique d'un paradigme de la reproduction qui était associé à la technique classique dans un sens métaphysique occidental, vers ce qu'on peut appeler le modèle de la conversion qui est ancré dans la nature de l'informatique elle-même, qui ne cesse de convertir d'un format vers un autre, d'un langage vers un autre, d'un algorithme vers un autre. Dans ce mouvement, c'est le calcul et la mesure qui sont transformés. Ainsi, tout devient non pas seulement mesurable, mais calculable. Le social, tout comme la mémoire humaine, dans leur conversion numérique, sont calculables. La numérisation des archives et du patrimoine ne font qu'illustrer cette logique. Et c'est pour cette raison que pour penser la mémoire à l'ère numérique, il faut surtout, à mon avis, penser l'oubli. Une citation. « Qu'il existe un oubli, la preuve reste à faire ». C'est Nietzsche qui le dit. Cette phrase de Nietzsche, qui a nourri, au-delà de l'éternel retour, les réflexions concernant les conditions de la mémoire historique, sa transmission et les modalités de ses multiples représentations, nous met aujourd'hui devant une évidence urgente. Qu'en est-il de cet oubli, souvent pensé comme la condition même de la mémoire humaine, de toute mémoire face au numérique? Faut-il, comme le préconise par exemple Maurice Blanchot, opter, et je cite, pour un oubli sans preuve, improbable, vigilance qui toujours réveille, fin de citation, ou bien l'inscrire dans une longue chaîne, certes familière, mais de nos jours en mutation sans précédent, et qui met en scène, tout en la transformant, la problématique de l'archivage, de la documentation, de la preuve, des représentations historiques, garant sinon pas de la vérité, mais du moins des récits vraisemblables de l'histoire, des façons de fabriquer et de se raconter notre histoire. Mieux encore, cet oubli nous invite à repenser autrement la trace et sa matérialité, tout comme l'effacement au sein même de l'environnement numérique. Car il me semble qu'on a une confusion assez fréquente entre effacement et oubli dans le cadre de numérique. Quand on parle du droit à l'oubli, on parle du droit à l'effacement d'un lien entre un nom, une identité et une adresse URL. Mais ce n'est jamais vraiment d'un oubli. Autrement dit, est-ce que le numérique modifie de manière inédite notre rapport avec l'oubli et ses mémoires, ou bien il ne fait que s'insérer dans une continuité caractérisée par l'évolution de ce qu'on a choisi de nommer document, même si cette continuité marque une accélération surprenante, concrétisée le plus souvent par un dédoublement certain privilégié de l'instantané, de l'immédiat, du flux, et en même temps une sorte de gloutonnerie mémorielle, une volonté absolutiste, un désir de tout avoir, tout savoir, tout archiver et une promesse de tout accès. Certes, une telle situation, clairement visible aujourd'hui, est associée à la dimension industrielle des techniques de la mémoire, tout en dissociant au fur et à mesure l'humain de la production vers moi, voire même de la lisibilité et souvent la gestion de ses propres traces. La question qui se pose aujourd'hui, faut-il posséder ou maîtriser ces données personnelles? Effectivement, le choix qu'on a fait va avoir des conséquences assez importantes à la fois du point de vue juridique comme économique. Dissociation qui est parfois symptôme d'aliénation, mais qui peut également investir le numérique comme en grande partie humain, ou, puisque nous avons déjà évoqué le nom de Nietzsche, trop humain. Cette humanisation, si l'on me permet l'expression, est surtout une manière de donner, et pour certains de reconnaître à la machine, entre guillemets, une intelligence qui est l'expression de sa maîtrise de la mémoire et de ses usages. La science-fiction a déjà interrogé cette dimension depuis toujours, une dimension potentielle du numérique, qu'on parte de l'homme variable de Philippe K. Dick, du film Total Recall, mais surtout peut-être des aventures et tribulations de la très belle nouvelle de Gibson, Johnny Mnemonic, qui n'est qu'un homme mémoire, un homme transporteur et livreur de mémoire, qui en principe lui reste illisible, invisible et inaccessible. Dans ce dernier cas, l'homme mémoire est littéralement un lieu, un site de mémoire, mais un lieu, un site qui exclut toute possibilité d'accès et d'oubli. Dans une certaine mesure, on peut dire aujourd'hui que l'humain est un fournisseur de mémoire qui nourrit la machine informatique et numérique. En l'occurrence, les cas des grandes plateformes dites sociales est exemplaire, surtout par leurs efforts pour s'adapter et adopter le social dans leurs offres et services. Google Instant, tout comme Facebook par exemple, illustre cette volonté de simplifier et de recommander. Ils l'inscrivent, si l'utilisateur l'accepte, dans le cadre d'un contexte dit social qui traduit une forme de confiance
partagée avec les participants dans l'espace d'une convivialité tracée et censée plus pertinente car elle est mémorisée. Le contexte change et avec ce changement advient un nouvel ordre, celui des données et de leur interprétation par les divers modèles de classement et de classification algorithmique. On est tenté de voir dans ce tournant une variation numérique sur le fait social total, introduit jadis par Marcel Mauss, car c'est bien ce désir de totalité, cette quête d'exhaustivité qui anime la survalorisation des données aujourd'hui. L'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit du passage d'une maîtrise de la prévision à un usage subreptice de la prescription, légitimée par une économie mémorielle. Mais cette totalité exige une mémoire. Elle se doit, pour sa cohérence et pertinence, se fonder sur l'absence de l'oubli, sur l'abolition même de l'oubli. Car dans la logique probabiliste qui domine actuellement et qui inspire l'exploitation des données, l'oubli n'a aucune place. Il ne figure point sauf comme une absence ou un manque à combler. En fin de compte, c'est la notion même de contexte qui est en mouvement permanent. Et ce mouvement nous est en effet présenté comme le retour de l'humain, le triomphe de la personnalisation et le résultat du social numérique, mais un humain augmenté, complété et perfectionné par le code, par la machine et la manière dont il gère la mémoire, une gestion qui semble échapper à l'humain à cause de l'échelle des données. Big Data et plus récemment Long Data, on peut décliner toutes les variations, sont une forme collective de l'intensité de la relation dans sa version mesurable, quantifiable et mémorielle. La relation comme un lien, mais aussi comme une unité de mesure, comme une mémoire. Le passage de l'informatique au numérique a rendu possible l'association du version de ce qu'est un calcul avec ce qui est calculable. Autrement dit, c'est la raison computationnelle qu'il nous faut cesser d'interroger et de renvoyer à son histoire et à son archéologie, surtout à ses mythes fondateurs, qu'ils soient de l'intelligence ou l'autre, qui impose un chemin amenant à de l'information, à la relation et au bout du chemin à la valeur mémorielle. Ainsi, le calcul ne fait que mettre en relief des manières de faire monde avec les traces et les données. Il ne fait que produire des récits. Il ne s'agit point, pour moi en tout cas, de nier ici la nouveauté de l'accès aux données, ni de leur ôter leur importance et leur pertinence. Mais il reste qu'il nous faut élucider les manières de lire et d'interpréter ces données et la façon dont ces méthodes pèsent sur nos sociétés. Ce statut émergent de l'information, des données et des nouveaux contextes de leur collecte et de leur divulgation nous invite à revisiter les modèles constitutifs de l'herméneutique de l'information. Les concepts et les modèles fondateurs ne sont pas nécessairement déterminants, dans la mesure où ils façonnent toujours nos rapports avec cette exploitation du calcul, mais ils restent éclairants quant aux choix qui ont été faits dans les premiers développements de l'informatique et à leur déplacement dans le monde numérique. Rappelons que Wiener a été le premier en 1951 à dire qu'il faut changer les lois de la propriété intellectuelle et du copyright à cause de la théorie de l'information. On l'a oublié parce qu'il a tout de suite vu et compris l'importance de ce que ça pouvait dire sur la nature de l'accès. La matière première, pour ainsi dire, n'est plus la même. Le concret, le vécu, l'empirique ne sont plus non plus facilement dissociables du numérique. Ainsi, l'informatique se traduit par la transformation de l'interface qu'est le numérique en une recomposition du monde, de notre habitat et de nos identités. Du discret au continu, dans le mouvement d'une conversion de plus en plus triomphante, de plus en plus transparente. Au cœur de cette conversion, la mémoire et l'oubli. Pour les adeptes, et je vais conclure assez rapidement, de la singularité, vous connaissez, c'est la convergence entre l'intelligence de la machine et l'intelligence humaine et le moment du dépassement. Du coup, il faut les réunir, on peut décliner les variations. L'oubli représente le problème majeur du genre humain. Oubli synonyme à la fois de la finitude et de la mort, voire de la disparition. Oubli comme perte et surtout comme faille du corps humain. Ici, on retrouve l'idéologie qui cherche à numériser l'humain afin de surmonter en quelque sorte cette faille qu'est l'oubli. On est devant une informatisation de l'humain dans tous les sens du terme. Or, il se trouve que pour l'informatique, l'oubli est impensable, sauf comme faille technique ou perte. Un robot, une machine intelligente, un réseau apprenant sont capables de calculer, de deviner, parfois de prévoir et de prédire, et certes d'amasser et d'archiver. Mais ces créatures, qu'elles soient autonomes ou non, par ailleurs remarquables du code, ne savent pas oublier. Ainsi, ce n'est point un hasard si l'enjeu actuel de l'oubli numérique, au-delà du droit à l'oubli et aux stratégies d'effacement offertes aux individus, porte sur le corps.
son statut, son évolution, son site mémoriel, son augmentation et son insertion dans un réseau habité par une hantise de l'oubli et de la perte, voire même de la finitude. Les gestes d'extériorisation constitutifs de la technique deviennent de plus en plus des intériorisations du corps au sein de l'environnement numérique. Ces gestes ne se limitent point à l'individu, ils concernent tout notre environnement, tout notre habitat, de la bibliothèque à la ville. Et ici, je vais terminer avec, effectivement, la ville intelligente, comme on a choisi de traduire les smart cities, qui incarnent les promesses et les utopies à la fois des données et de la mémoire numérique. Mais la question est de savoir, il y a eu beaucoup de travaux depuis Max Weber, de Bizemel, et jusqu'à tout récemment sur ce que c'est qu'une ville, comment définir la ville dans toute sa densité, sa complexité et sa richesse. Mais la question reste de savoir qu'est-ce qui fait une ville, surtout à l'ère du numérique. Moi, j'ai cherché pendant très longtemps et finalement, j'ai trouvé une réponse à la fois simple et qui était toujours presque accessible. Dans un livre que vous connaissez tous par cœur, c'est celui de Calvino, Dans les villes invisibles. Et il se pose la question dans le 3e chapitre, mais qu'est-ce qui fait une ville? Et il dit la chose suivante. La ville, ce n'est pas de cela qu'est faite la ville, mais des relations entre les mesures de son espace et les événements de son passé. Les relations entre les mesures de son espace et les événements de son passé. Et à mon avis, on est en train d'être complètement concentré ou focalisé sur cette dimension des mesures de son espace, en oubliant les événements de son passé et cette dimension mémorielle constitutive de l'humain. L'informatique et le numérique maîtrisent presque parfaitement la mesure et le calcul. Et l'humain a ce don difficile de conquérir, à travers la métamorphose, ces événements de son passé. Si le souvenir nous appartient, la mémoire numérique nous échappe. Et si la machine maîtrise ou prétend maîtriser la mémoire, l'homme reste, pour évoquer un très beau titre du roman de science-fiction, Le Modifiant de Roger Zelazny, l'homme reste le seigneur de l'oubli, car il sait qu'une mémoire absolue ne fait qu'engendrer le ressentiment et la monstruosité. Et je vous remercie.